Nous allons aborder dans cette vidéo l'anatomie de l'os humérus. L'humérus est l'os de la région du bras. Il s'articule en haut avec la scapula au niveau de l'épaule, formant l'articulation gléno-humérale. Et il s'articule en bas avec les deux os de l'avant-bras, le radius en dehors et l'ulna en dedans, formant les deux articulations huméro-radiale et huméro-ulnaire. Il fait partie de la famille des os longs, avec trois parties constitutives: une extrémité supérieure, l'épiphyse proximale, une extrémité inférieure, l'épiphyse distale, et entre les deux, le corps de l'humérus, la diaphyse. Commençons par étudier la diaphyse. Sur une coupe transversale, cette diaphyse présente une forme triangulaire. Nous avons donc trois faces à décrire: une face antérolatérale, une face antéromédiale et une face postérieure. Ces trois faces sont séparées par des bords: le bord antérieur, le bord médial et le bord latéral. Au niveau de la face antéromédiale, nous avons une crête osseuse, la crête du tubercule mineur, qui poursuit vers le bas le tubercule mineur de l'extrémité supérieure de l'humérus. Un foramen nourricier qui contient l'artère nourricière de l'humérus. Et différentes insertions musculaires pour le grand dorsal, pour le grand rond, pour le coracobrachial et pour le muscle brachial. Sur la face antérolatérale, nous trouvons une tubérosité osseuse, la tubérosité deltoïdienne, qui donne insertion au muscle deltoïde. Juste en dessous, sur cette face antérolatérale, nous avons l'insertion du muscle brachial. Sur la face postérieure de la diaphyse humérale, nous trouvons un sillon légèrement creusé, le sillon du nerf radial. Ce nerf radial peut être ainsi lésé dans les fractures de la diaphyse humérale, dans les fractures déplacées. Nous trouvons également des insertions musculaires postérieures, les insertions du vaste latéral et du vaste médial du muscle triceps brachial. Au niveau du bord antérieur de la diaphyse humérale, nous trouvons une crête qui prolonge vers le bas le tubercule majeur, ainsi que des insertions musculaires pour le muscle grand pectoral et pour le muscle brachial. Sur le bord latéral, nous trouvons une crête située au-dessus du condyle latéral, c'est la crête supracondylaire latérale. Cette crête supracondylaire latérale donne insertion au septum intermusculaire latéral. Ce septum intermusculaire latéral sépare la loge musculaire antérieure et postérieure dans la région du bras. Elle donne dans sa partie inférieure insertion à deux muscles, le muscle brachioradial et le muscle long extenseur radial du carpe. Au niveau du bord médial de la diaphyse humérale, nous retrouvons une crête située au-dessus du condyle médial, la crête supracondylaire médiale. Cette crête supracondylaire médiale donne insertion au septum intermusculaire médial, qui sépare en dedans, au niveau de la région du bras, la loge antérieure et la loge postérieure. Abordons maintenant l'extrémité supérieure ou épiphyse proximale.
Elle se compose de la tête humérale, du col anatomique, du tubercule mineur, du tubercule majeur, et entre les deux tubercules, le sillon intertuberculaire. Nous avons également le col chirurgical de la tête humérale. La tête humérale présente le volume d'un tiers de sphère. Elle est recouverte de cartilage pour répondre à la glène de la scapula au niveau de l'articulation gléno-humérale. Elle est orientée en dedans, en haut et légèrement en arrière. Elle présente un angle d'inclinaison par rapport à la diaphyse humérale de 130 degrés, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers le haut à 130 degrés. Et elle présente un angle de déclinaison de l'ordre de 20 degrés. C'est-à-dire qu'elle a une rotation postérieure, rotation vers l'arrière de 20 degrés par rapport à l'axe des deux condyles médiaux et latéraux de l'extrémité inférieure de l'humérus. Au niveau du col anatomique, nous trouvons la ligne d'insertion de la capsule articulaire de l'articulation gléno-humérale, ainsi que les points d'insertion ligamentaires des trois ligaments gléno-huméraux, le ligament gléno-huméral supérieur, moyen et inférieur. Nous avons ici une représentation de ces trois ligaments gléno-huméraux antérieurs. Au niveau du tubercule majeur, nous trouvons une insertion ligamentaire, l'insertion du faisceau latéral du ligament coraco-huméral. Le ligament coraco-huméral a un rôle suspenseur de l'humérus par rapport à la scapula dans l'articulation de l'épaule. Également sur cette vue postérieure, nous voyons les insertions musculaires de trois muscles, le supraépineux, le muscle infraépineux et le muscle petit rond. Nous avons ici une représentation sur une vue postérieure de l'épaule droite de ces trois muscles, supraépineux, infraépineux et petit rond. Au niveau du tubercule mineur, nous retrouvons dans la partie supérieure de ce tubercule l'insertion du faisceau médial du ligament coraco-huméral. Nous avons également une insertion musculaire, l'insertion du muscle subscapulaire. Entre le tubercule mineur et le tubercule majeur, nous avons le sillon intertuberculaire. Ce sillon intertuberculaire contient le tendon du muscle lombiceps. Ce tendon du muscle lombiceps est recouvert par le ligament huméral transverse. Ce ligament huméral transverse recouvre donc le sillon intertuberculaire pour le transformer en un canal ostéo-ligamentaire. Abordons maintenant l'extrémité inférieure de l'humérus avec l'épiphyse distale. Cette épiphyse distale présente une surface articulaire bien visible sur une vue antérieure, le condyle huméral. Ce condyle huméral présente en dehors une surface articulaire qui répond au radius, le capitulum, et juste au-dessus du capitulum, la fosse radiale. Dans la partie médiale, nous avons la trochlée qui répond à l'os ulna, et au-dessus de la trochlée,
la fosse coronoïdienne. Entre le capitulum et la trochlée, la zone capitulo-trochléaire. Sur une vue postérieure, nous trouvons une large fosse, la fosse olécrânienne. Toujours au niveau de cette épiphyse distale, nous avons l'épicondyle médial, donc en dedans. C'est une protubérance osseuse, parfaitement palpable à la face interne du coude. Cet épicondyle médial présente une insertion ligamentaire pour le ligament collatéral ulnaire. Il présente de nombreuses insertions musculaires pour le muscle rompronateur, pour le fléchisseur ulnaire du carpe, pour le fléchisseur radial du carpe, pour le fléchisseur superficiel des doigts, et enfin pour le muscle long palmaire. Nous avons ici une représentation de ce groupe musculaire médial formant les muscles épicondyliens médiaux. Sur une vue postérieure de l'épicondyle médial, nous avons un sillon, le sillon de passage du nerf ulnaire, ainsi que l'insertion du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Sur la face postérieure de l'épicondyle latéral, nous trouvons l'insertion du muscle enconé, muscle qui permet le verrouillage du coude en extension. Enfin, au niveau de l'épicondyle latéral, nous avons une insertion ligamentaire pour le ligament collatéral radial et de nombreuses insertions musculaires pour le muscle supinateur, le muscle court extenseur radial du carpe, le muscle extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur des doigts, ainsi que l'extenseur du petit doigt. Ce groupe musculaire, au niveau de l'épicondyle latéral, forme les muscles épicondyliens latéraux.